Le 1er janvier 1945, la Luftwaffe lança l'opération Bodenplatte, à laquelle participèrent plus de 850 avions de combat de tout type que l'armée de l'air allemande avait réussi à rassembler après de nombreux efforts. Les appareils furent divisés en formations pouvant aller jusqu'à 60 avions par groupe, avec l'objectif d'attaquer simultanément 16 bases aériennes alliées. Ce fut le dernier grand pari de la Luftwaffe pendant la guerre, tout comme l'offensive des Ardennes fut le pari final des forces terrestres allemandes. Les deux opérations eurent lieu sur le front occidental et sont liées. On peut établir deux objectifs clairs pour Bodenplatte. Le premier était de détruire le plus grand nombre d'avions ennemis possible, dans l'espoir d'obtenir un certain répit dans les cieux allemands, qui à cette époque étaient complètement dominés par les Alliés. D'autre part, il s'agissait de soulager la pression et le harcèlement que subissaient les forces terrestres allemandes, ayant participé à l'offensive des Ardennes, de la part de l'aviation alliée. Les bases alliées ciblées étaient principalement situées en Belgique, avec d'autres en territoire néerlandais et français, toutes proches de la ligne de front. En revanche, les bases aériennes allemandes d'où décollèrent leurs avions étaient dispersées sur tout le territoire allemand, certaines étant assez éloignées de la frontière. Cela signifie qu'ils durent survoler de nombreux kilomètres de territoire allemand, ce qui, comme nous le verrons, se transforma en catastrophe dans certains cas. L'opération fut menée dans le plus grand secret et réussit à prendre complètement les Alliés par surprise. En vérité, l'opération fut si secrète qu'elle surprit également de nombreuses positions anti-aériennes allemandes qui n'avaient pas été informées de la mission en raison du secret qui l'entourait. Ce manque d'information et de coordination provoqua le tir de certaines batteries anti-aériennes allemandes sur les formations de la Luftwaffe, pensant qu'il s'agissait d'avions alliés. Le résultat final de cette dernière grande incursion sur le territoire allié se solda par la destruction d'environ 320 avions alliés et près de 200 autres endommagés. Cependant, ayant détruit la majorité des avions au sol, ces appareils étaient sans pilote à l'intérieur et seuls 14 aviateurs alliés moururent au total. Les Allemands perdirent environ 280 avions et près de 200 pilotes. La plupart de leurs pertes furent attribuées à l'efficace tir anti-aérien des forces alliées, particulièrement mortel, ainsi qu'aux tirs anti-aériens provenant des batteries allemandes qui, n'ayant pas été averties, tirèrent également sur leurs propres avions. Bien que le bilan du nombre d'avions détruits puisse sembler favorable à l'Allemagne, la réalité est que les Alliés mirent à peine une semaine à se remettre de leurs pertes, tandis que la Luftwaffe ne put jamais se relever. L'as de la Luftwaffe, Adolphe Galland, commenta à ce sujet. Après Bodenplatte, je ne croyais plus qu'il était censé de continuer à combattre. Néanmoins, les plus de 500 appareils alliés neutralisés à la suite de Bodenplatte constituent un résultat que les Allemands n'auraient jamais pu obtenir dans un combat aérien, au prix de 280 de leurs propres avions. Cela s'explique par l'énorme différence de niveau entre les pilotes allemands et alliés due à l'entraînement de plus en plus précaire que recevaient les aviateurs allemands à ce moment-là. Il est clair qu'au début de 1945, les opérations audacieuses de la Luftwaffe, qui avaient été décisives dans chaque offensive allemande du passé, étaient également arrivées à leur fin. Surétendue sur les vastes fronts où l'Allemagne combattait, la Luftwaffe avait commencé à perdre sa supériorité aérienne à partir de la fin 1942 et du début 1943. En 1943, environ 45% de tous les avions disponibles de la Luftwaffe étaient déployés sur le front de l'Est. Cependant, en ce qui concerne les chasseurs, seulement 22% des chasseurs disponibles se trouvaient sur ce théâtre d'opération, tandis que 60% des chasseurs allemands étaient affectés à la défense de l'Allemagne et 18% au théâtre méditerranéen.
Les données indiquent que la priorité des chasseurs de la Luftwaffe était de défendre le ciel allemand contre les bombardements massifs que les Alliés effectuaient sur leur ville. Ces bombardements avaient commencé de manière timide pendant les premières années de la guerre, et à partir de 1943, ils commencèrent à s'intensifier considérablement, avec plus de 200 000 tonnes de bombes larguées sur les villes du Troisième Reich. En 1944, ce chiffre atteignit près d'1 million de tonnes, et durant les 4 premiers mois de 1945, les Alliés eurent le temps de larguer près de 400 000 tonnes supplémentaires. À titre de comparaison, pour souligner l'ampleur des dégâts, la bombe atomique larguée sur Nagasaki équivalait à environ 21 000 tonnes de TNT. En 1943, la Luftwaffe perdit environ 1100 chasseurs sur le front de l'Est, tandis que sur les fronts méditerranéen et occidental, c'est-à-dire au-dessus de l'Allemagne, environ 3640 chasseurs furent perdus. En 1944, les pertes augmentèrent considérablement. 1600 chasseurs furent perdus sur le front de l'Est, tandis que sur le front occidental, le chiffre s'éleva à 5500. En tout, entre septembre 1943 et octobre 1944, l'Allemagne perdit environ 35 000 avions de tout type, dont 24% contre les soviétiques et 75% sur le front occidental. Durant cette période eut lieu l'opération Overlord, qui ouvrit définitivement le tant attendu second front. Elle fut suivie de l'opération Bagration sur le front de l'Est et de l'intensification exponentielle des bombardements sur les villes allemandes à partir de la fin de 1944. Bien qu'il soit évident que l'armée rouge joua le rôle principal dans les opérations terrestres qui vainquirent la Wehrmacht au sol, la responsabilité de la défaite de la Luftwaffe incombe principalement aux Britanniques et aux Américains. Ainsi, malgré la production massive d'avions par l'Allemagne, qui battit également tous les records en 1944 avec près de 40 000 unités, les pertes subies sur les fronts occidental, méditerranéen et oriental furent dévastatrices et contribuèrent de manière significative à la chute de la Luftwaffe. En tout cas, si nous devions identifier les 3 principaux facteurs ayant entraîné la chute définitive de la Luftwaffe en 1944, la production ne serait pas l'un d'eux. Tout d'abord, il y a la pénurie de carburant, qui s'aggrava considérablement à partir de l'été de cette année-là. Le 12 mai, une série de grandes attaques aériennes ciblant les usines de production de carburant allemandes réduisit presque totalement la production et la disponibilité de carburant pour les mois suivants. Ce même jour, Albert Speer écrivit ceci: « L'ennemi a frappé l'un de nos points les plus faibles. S'ils persistent et agissent comme cette fois-ci, ils mettront bientôt fin à la production de carburant. » À ces paroles, le ministre allemand ajouta qu'en termes de capacité industrielle, ce 12 mai fut le pire jour de la guerre jusqu'alors. Peu de temps après, à la suite de nouveaux bombardements, Speer rédigea un rapport en juillet dans lequel il affirmait que 98% des usines de carburant pour avions en Allemagne avaient été mises hors service. La production de carburant pour l'aviation passa de 180 000 tonnes à 20 000 tonnes entre mars et novembre 1944, si bien que la Luftwaffe, qui recevait encore 180 000 tonnes de carburant en avril, n'en recevait plus que 10 000 tonnes en août. Cette réduction fut également aggravée par la perte de la Roumanie au cours des mois d'août et septembre 1944, où se trouvaient les principales sources de pétrole allemandes à Ploiesti. Enfin, les réserves de carburant chutèrent de 575 000 tonnes en mars à 175 000 tonnes en novembre. La manière dont cette nouvelle situation affecta la Luftwaffe nous amène au deuxième facteur, expliquant sa chute vertigineuse à partir de l'été 1944.
Les écoles de pilotage allemandes dépendaient du carburant pour former leurs pilotes. Entre 60 000 et 80 000 tonnes de carburant par mois étaient nécessaires pour former 1600 pilotes allemands de différents types. Bien que ces demandes ne furent jamais satisfaites jusqu'à la mi-mai 1944, la quantité de carburant reçue était acceptable. Cependant, en juillet, seulement 13 500 tonnes de carburant furent livrées, 13 400 en août et 6 300 en septembre. Cette pénurie entraîna la fermeture de la plupart des écoles de pilotage de base afin de maintenir le fonctionnement des écoles de pilotage avancées. De plus, la durée de formation des nouveaux pilotes fut considérablement réduite, car ils étaient nécessaires sur le front pour remplacer les pertes et surtout en raison de la pénurie de carburant pour les former. En 1944, le programme de formation des pilotes avait été réduit à seulement 111 heures de vol, dont seulement 20 heures étaient consacrées aux chasseurs qu'ils allaient piloter, à savoir les FW-190 et BF-109. Cette nouvelle durée de formation était moins de la moitié de celle accordée aux cadets allemands en 1942, qui dépassait les 200 heures. Pendant les mois d'été 1944, alors que la crise s'aggravait, Hermann Göring tenta de résoudre, ou du moins de pallier le problème en ordonnant un effort accru pour former les pilotes de manière plus intensive et rapide. Il émit également un ordre visant à augmenter le nombre de pilotes de chasse en reconvertissant les pilotes de bombardiers, qui passeraient à la chasse. Une autre mesure, mise en œuvre durant les derniers mois de 1944, consistait à recruter des personnes ayant une expérience de vol pour omettre la phase de formation de base dans les écoles de pilotage. En conclusion, la pénurie de carburant limita les sorties des chasseurs allemands pour défendre leurs villes, centres industriels et de communication. Cela entraîna également une formation insuffisante pour les rares pilotes encore disponibles, ce qui affecta leur performance au combat. Enfin, le troisième facteur à souligner fut l'énorme supériorité aérienne alliée et l'incapacité des escadrons de chasse allemands, de plus en plus réduits, à s'y opposer. On estime que, lors des derniers combats aériens, les formations alliées étaient environ 18 fois plus nombreuses que les allemandes. Cela signifie que les quelques dizaines de chasseurs allemands qui sortaient pour intercepter un groupe de 400 à 500 bombardiers devaient affronter un nombre similaire de chasseurs d'escorte, ce qui déséquilibrait complètement le combat. Tout comme pour les armées terrestres, qui bénéficièrent de grandes nouveautés en matière d'armement pendant la phase finale du conflit, comme ce fut le cas pour le Tiger II ou le Jagdtiger pour la Panzerwaffe ou le STG-44 pour l'infanterie, la Luftwaffe eut également des innovations. La principale fut l'introduction du Messerschmitt Me 262, qui fut le premier avion de chasse à réaction au monde à entrer en service. Ce chasseur allemand entra en service entre juillet et août 1944 et représenta une véritable révolution. Ses principales fonctions étaient celles de chasseur, intercepteur, bombardier d'attaque, avion de reconnaissance et chasseur de nuit. Son principal avantage était sa vitesse, étant presque 200 km/h plus rapide que n'importe quel avion de combat allié. Cependant, il avait aussi de sérieuses limitations. Malgré sa vitesse, ses moteurs à réaction étaient lents à accélérer et sujets aux pannes, surtout lors des atterrissages, ce qui rendait le Me 262 vulnérable. De plus, les moteurs avaient une durée de vie très courte, car ils devaient être produits avec des matériaux de plus en plus médiocres. Par ailleurs, comme mentionné précédemment, les pilotes allemands, peu expérimentés et mal formés, eurent des difficultés à les piloter. En dépit de sa vitesse, les chasseurs Me 262
ne pouvaient attaquer les bombardiers ennemis que brièvement en raison de la grande différence de vitesse. De plus, la pénurie de carburant et la production limitée du Me-262 ne pouvaient rivaliser avec la supériorité numérique écrasante des chasseurs alliés. En résumé, le Me-262 arriva trop tard et avec trop de limitations pour changer le cours de la guerre. Environ 1400 de ces avions furent produits, mais seulement 300 prirent part au combat. On estime que les Me-262 ont détruit environ 450 avions ennemis, au prix d'environ 100 pertes en combat. Leur renommée a augmenté au fil des années après la guerre, lorsque l'on a prétendu qu'un seul Me-262 avait été abattu en échange de plus de 500 avions ennemis, incluant des chasseurs et des bombardiers alliés, renforçant ainsi la réputation de ce chasseur à réaction. De plus, Karl Koller, chef d'état-major de la Luftwaffe, déclara à ses capteurs américains que si 500 ou 600 Me-262 avaient été opérationnels à l'automne 1944, les bombardements de terreur diurnes des Américains auraient été stoppés. Le 8 mai 1945, le dernier combat aérien du conflit eut lieu lorsqu'un Messerschmitt Me-262 abattit un chasseur soviétique, Yak-9, au-dessus de Freiburg. Après l'offensive aérienne de l'opération Bodenplatte, les dernières actions de la Luftwaffe se concentrèrent sur la défense des villes allemandes et des centres de production, ainsi que sur le soutien, dans la mesure du possible, des dernières attaques des forces terrestres. De la même manière que les unités de chars, dans les airs, la Luftwaffe tenta de regrouper ses escadrons pour lancer des attaques d'interception les plus puissantes possibles. Par exemple, le 7 avril 1945, 104-23 chasseurs FW-190 et Bf-109, accompagnés d'une importante formation d'avions à réaction, attaquèrent une grande formation alliée composée de 1300 bombardiers et 800 chasseurs. Le résultat de ce combat fut la destruction de 8 bombardiers alliés et d'un nombre similaire de chasseurs, au prix de 130 avions allemands. Quelques jours plus tard, entre le 13 et le 15 avril 1945, l'aviation alliée lança une attaque massive contre les aérodromes allemands où se trouvait encore un certain nombre d'avions, dont la plupart étaient incapables de voler par manque de carburant. Ces attaques détruisirent environ 400 chasseurs allemands au sol. À mesure que les Alliés pénétraient plus profondément en territoire allemand, la Luftwaffe dut opérer de plus en plus depuis des autoroutes et des routes, faute d'aérodromes en bon état. Finalement, la majorité des unités de chasse, désormais basées sur des aérodromes en Autriche et en Tchécoslovaquie, commencèrent à se rendre en masse aux Alliés occidentaux pour éviter de capituler face aux Soviétiques. Outre les actions de combat aérien traditionnelles décrites ci-dessus, il existait un autre projet impliquant des pilotes kamikazes allemands. L'idée surgit lors du développement des fusées V1 qui allaient être lancées sur le sud de l'Angleterre. Comme ces fusées non habitées n'étaient pas très précises, la pilote Hannah Reitsch proposa de concevoir un modèle habité pour en augmenter l'efficacité. La précision des fusées V1 et plus tard V2 n'était pas cruciale, car elles étaient destinées à des cibles urbaines étendues sur des dizaines de kilomètres. Cependant, Hannah et d'autres personnalités suggérèrent que, s'ils étaient habités, ils pourraient être utilisés contre des cibles plus petites, comme des navires ou des ponts. Beaucoup réagirent négativement à cette proposition, mais finalement, les hauts responsables de la Luftwaffe décidèrent de la développer. Les hommes qui se portèrent volontaires pour tester les premiers prototypes durent signer un document les informant que l'action à réaliser pourrait probablement entraîner leur mort. Cependant, dans une tentative d'alléger la tension et de remonter le moral des volontaires, on leur assura qu'il y avait toujours une chance de survivre.
Quelques secondes avant l'impact, il pourrait s'éjecter et s'échapper en parachute pour éviter une mort certaine. Les premiers essais échouèrent gravement et aucune des V1 habitées n'atteignit sa cible, laissant les pilotes blessés ou morts. Après avoir reçu la nouvelle, Hannah Reitsch elle-même se porta volontaire et réussit à accomplir l'un de ses tests avec succès. Une fois la viabilité prouvée, la construction de 2 centons habités fut approuvée. C'est ainsi que fut formé l'escadron Léonidas, en référence au célèbre sacrifice du roi Léonidas aux Thermopyles avec ses 300 Spartiates. Finalement, lorsque Hitler prit connaissance du projet en novembre 1944, il décida de l'annuler, n'étant pas encore prêt à appliquer de telles mesures suicidaires. Le deuxième projet kamikaze de la Luftwaffe commença à prendre forme durant l'été 1944, tout comme le projet japonais, et il fut pratiquement similaire à celui de son allié nippon, qui réalisa sa première attaque suicide avec succès contre la flotte américaine dans le Pacifique le 25 octobre. Cette fois-ci, l'idée était de charger un avion d'explosifs pour qu'il s'écrase avec une grande précision sur une cible militaire. Cependant, ce projet fut également abandonné et une seule attaque suicide eut lieu durant la bataille des collines de Silo, à la fin avril 1945. Son objectif était de frapper les ponts établis par les Soviétiques sur l'Oder, par lesquels les unités de l'armée rouge traversaient pour se diriger vers Berlin. Alors, que pensez-vous de la chute de la Luftwaffe? Salutations et à bientôt dans la prochaine vidéo. À très vite!